L'été de l'an 1972 s'annonçait radieux sur le vignoble bordelais. Dans la petite commune de Bouliac, perchée sur les coteaux de la rive droite et offrant un panorama imprenable sur la Garonne et les toits de Bordeaux, la vie s'écoulait au rythme lent et rassurant de la France pompidolienne. C'était une époque de pavillons neufs, de Renault 16 et de certitudes tranquilles. La guerre, cette grande cicatrice sur le visage du siècle, semblait s'éloigner, devenant un sujet pour les manuels d'histoire et les commémorations du 11 novembre, une mémoire douloureuse, mais que l'on pensait maîtrisée. C'est dans ce décor paisible, au cœur d'un lotissement propre où chaque parcelle de gazon était une fierté, que vivait un homme dont l'existence entière semblait être un hymne à l'ordre et à la discrétion, Monsieur Marcel Petit. À 70 ans, Monsieur Petit était une figure locale, un de ces personnages que chaque village possède. Solitaire, veuf depuis une éternité à ce que l'on disait, il était l'incarnation de l'acariâtre inoffensif. Un homme sec, comme un cep de vigne en hiver, le visage parcheminé, les mains noueuses et tachées par la terre. Sa silhouette voûtée, toujours vêtue d'un même bleu de travail usé jusqu'à la corde, était une vision familière dans les allées du quartier. Il ne parlait que pour se plaindre, du temps, du gouvernement, des jeunes qui faisaient trop de bruit avec leurs mobylettes. Mais sa véritable obsession, la passion dévorante qui consumait chacun de ses jours, était son jardin. Son jardin n'était pas un simple potager. C'était une œuvre d'art, une forteresse de perfection végétale. Pas une mauvaise herbe n'osait poindre le bout de sa feuille entre les rangs de haricots verts alignés au cordeau. Ses pieds de tomates, tutorés avec une précision d'arpenteur, formaient une armée écarlate et disciplinée. Ses rosiers, taillés au millimètre, ne produisaient que des fleurs impeccables, sans la moindre tache de mildiou ou la moindre visite de puceron. Le gazon qui entourait son petit pavillon était une moquette si dense et si verte qu'elle semblait artificielle. Les voisins, un mélange d'admiration et d'amusement, le regardaient passer des journées entières, à genoux, armé d'un petit couteau, à extraire une racine invisible ou à redresser une tulipe qui avait eu l'audace de pencher la tête. Cette méticulosité, presque maladive, se doublait d'une avarice légendaire. On racontait qu'il faisait ses courses à la fermeture des marchés pour glaner les légumes abîmés, qu'il coupait l'électricité dès la tombée du jour pour économiser quelques centimes. Sa maison, derrière des volets perpétuellement mi-clos, était réputée aussi nue et froide qu'une cellule monacale. Cette obsession pour son lopin de terre et cette manie de compter chaque sou avaient nourri sa légende personnelle, celle que tout le voisinage colportait avec une pointe de compassion. Monsieur Petit, disait-on, avait été un petit commerçant, un épicier de Bordeaux, dont la modeste échoppe avait été soufflée par un bombardement allié en 1944. Ruiné, ayant tout perdu, il s'était reconstruit à la force du poignet, sou après sou, pour s'offrir ce petit bout de France à lui, ce jardin qui était son unique richesse, le refuge d'un homme que la vie n'avait pas épargné. Il vivait d'une maigre pension, et personne ne s'étonnait de sa frugalité ni de son caractère ombrageux. Il était une victime de l'histoire, un de ces innombrables Français dont le destin avait été brisé par la fureur du monde. Personne ne voyait en lui la moindre menace. Il était juste le père Petit, le vieux grincheux obsédé par ses légumes. Une figure familière, presque rassurante dans sa routine immuable. Pourtant, sous le masque du retraité ruiné, derrière les mains calleuses du jardinier méticuleux, se cachait un tout autre homme. Un homme dont le véritable nom avait été murmuré avec terreur 30 ans plus tôt, dans les couloirs sombres de la commandanture de Bordeaux. Un homme dont la fortune n'avait pas été bâtie sur des cajots de fruits et légumes, mais sur les larmes, le sang et les bijoux arrachés à ceux qui partaient pour les camps de la mort. Bordeaux, automne 1942. La ville, comme toute la zone occupée, vivait sous une chape de plomb. La présence allemande était partout, visible et oppressante. Les uniformes Feldgrau arpentèrent le cours de l'intendance, la sinistre section 4 de la Gestapo avait ses quartiers rue du Maréchal Pétain et la collaboration battait son plein. Dans ce marécage moral, certains ne faisaient pas que flotter, ils y nageaient avec une aisance de prédateurs. Marcel Petit était de ceux-là. À 40 ans, il n'était pas un épicier.
Il était officier de la gendarmerie française, mais sa véritable allégeance n'allait ni à son uniforme, ni à la France, mais au profit. Détaché auprès des services allemands, il était devenu l'un des rouages essentiels de la machine à piller. Sa tâche officieuse, mais principale, était ce que l'occupant appelait pudiquement l'arianisation des biens. Un euphémisme pour désigner le vol organisé, méthodique et à grande échelle des possessions des familles juives arrêtées, mais aussi des résistants, des francs-maçons, de tous ceux que le nouveau régime considérait comme des ennemis. Petit n'était pas un tortionnaire au sens physique du terme. Il ne tenait pas le nerf de bœuf, il tenait le carnet de compte. C'est ce qui le rendait si particulièrement terrifiant. Là où d'autres laissaient éclater une fureur bestiale, lui opposait un calme glacial, une précision bureaucratique qui déshumanisait totalement ses victimes. Quand une famille était raflée à l'aube, encore hébétée de sommeil et de peur, c'est lui qui arrivait juste après les Allemands et la police française. Tandis que des hommes, des femmes et des enfants étaient brutalement poussés vers les camions qui les mèneraient au camp de Mérignac, antichambre de Drancy, puis d'Auschwitz, Marcel Petit pénétrait dans les appartements encore chauds de leur présence. Et là son travail commençait. Avec une lenteur appliquée, il inventoriait tout. Il ouvrait les armoires, vidait les tiroirs, inspectait les coffres. D'une écriture fine et régulière, il notait chaque objet sur les formulaires officiels allemands. Un service de table en argent, 12 couverts, une paire de chandeliers, bronze, 3 tableaux, huile sur toile, paysage. Rien ne lui échappait. Il avait l'œil. Il savait distinguer un meuble Louis XV d'une copie, une porcelaine de Sèvres d'une imitation. Il était l'expert comptable de la spoliation. Mais le véritable génie criminel de Petit résidait dans sa double comptabilité. Les objets volumineux, difficiles à dissimuler, l'argenterie, les tableaux, le mobilier, étaient dûment enregistrés et partaient pour l'Allemagne. Mais les biens les plus précieux, ceux qui tenaient dans une poche, ceux qui n'avaient pas de nom mais une valeur immense, suivaient un autre chemin. Les pièces d'or, les louis, les Napoléons, les diamants décellés de leur monture, les colliers de perles, les timbres de collection rares, tout cela, il le soustrayait avec une habileté consommée des registres officiels. Il avait 1000 astuces. Il sous-évaluait la qualité d'une pierre, déclarait un bijou en or massif comme étant du simple plaqué, ou profitait d'un instant d'inattention de ses superviseurs allemands, souvent des soldats peu connaisseurs, pour faire glisser une chevalière ou une broche dans une poche secrète cousue à l'intérieur de sa vareuse. Chaque soir, dans la solitude de sa chambre, il sortait son butin et son autre carnet. Un petit carnet à la couverture de cuir noir. Là, il ne notait pas les objets, mais leur valeur estimée en francs et en Reichsmarks. Une colonne pour les entrées, une autre pour le total cumulé. Son capital sanglant. Il tenait la comptabilité de la détresse humaine. Sa cruauté froide et sa cupidité obsessionnelle lui avaient valu un surnom dans le milieu interlope de la collaboration bordelaise, le comptable. On racontait des histoires qui donnaient la nausée. On disait qu'il était capable de fouiller la bouche de vieillards pour y chercher des dents en or. Une anecdote, en particulier, avait forgé sa légende noire. Lors d'une rafle près de la synagogue de la rue du Grand Rabbin Joseph Cohen, une jeune femme, avant de monter dans le camion, avait tenté de confier ses boucles d'oreilles, de simples petites perles, son unique souvenir de sa mère, à une voisine non juive qui regardait la scène, pétrifiée, depuis sa fenêtre. Petit avait vu le geste. Il avait intercepté la main de la jeune femme, lui avait arraché les bijoux avec une violence sourde, sans un mot. Puis, alors qu'elle s'effondrait en larmes, il avait sorti son carnet noir et, sous la lumière blafarde du matin, avait noté quelque chose imperturbable. Il ne venait pas de voler un souvenir, il venait d'enregistrer un actif. Pendant 2 ans, de 1942 à l'été 1944, le comptable amassa une fortune considérable. Il était l'araignée au centre d'une toile de cupidité, un fonctionnaire du pillage qui se servait au passage. Il était prudent, ne dépensait rien, continuait à vivre comme un modeste gendarme, ne laissant transparaître aucun signe de sa richesse clandestine. Il attendait son heure. Puis vint la libération.
En août 1944, alors que les troupes allemandes se repliaient dans le chaos et que les FFI descendaient du maquis pour reprendre la ville, Marcel Petit s'évanouit. Dans la confusion des combats et les débuts de l'épuration, sa disparition passa presque inaperçue. Certains pensèrent qu'il avait fui avec ses maîtres, d'autres qu'il avait été exécuté sommairement par la résistance dans un fossé. Son nom fut inscrit sur quelques listes de collaborateurs recherchés, mais sans photo, avec une description vague. L'enquête bâclée ne mena nulle part. Le comptable était devenu un fantôme, emportant avec lui son carnet noir et un trésor amassé sur la souffrance de centaines d'innocents. Retour à l'an de grâce 1972. Le soleil décline sur les coteaux de Bouliac. Marcel Petit range ses outils dans sa cabane de jardin. Chaque râteau, chaque binette est nettoyée, essuyée et suspendue à un clou précis. L'ordre règne ici comme dans son potager. Il contemple son œuvre. Ce mètre carré de terre, il le connaît par cœur. Il en connaît chaque verre, chaque caillou. Cette terre est sa propriété, sa victoire sur un monde qui, croit-il avoir convaincu tout le monde, l'a autrefois spolié. Personne ne pourrait imaginer que les engrais qui nourrissent ces rosiers magnifiques ont été achetés avec l'argent d'un collier de diamants qui appartenait à une famille anéantie à Sobibor. Personne ne pourrait deviner que le pavillon lui-même, payé comptant au début des années 50, a été financé par une bourse de pièces d'or volée à un médecin juif du quartier Saint-Michel. Le jardin n'est pas un refuge, c'est un coffre-fort à ciel ouvert, un mausolée à la gloire de sa propre cupidité. Chaque fleur, chaque légume est un fruit du mal, une insulte à la mémoire de ses victimes. Marcel Petit a réussi la dissimulation parfaite. Il a transformé le fruit de ses rapines en une vie de fausse pauvreté, sa cruauté en une simple mauvaise humeur de vieillard. Il s'est inventé une histoire, celle du petit commerçant ruiné, et l'a répétée si souvent qu'il a peut-être fini par y croire lui-même. Il est en sécurité. 30 ans ont passé. Les témoins sont morts, les souvenirs se sont effacés. Qui pourrait encore le reconnaître? Qui pourrait faire le lien entre le vieux jardinier avare de Bouliac et le sinistre comptable de la Gestapo de Bordeaux? Il est convaincu que son passé est enterré, aussi profondément que les bulbes de tulipes qu'il plantera à l'automne. Il a survécu, il a prospéré à sa manière, et il savoure chaque jour sa victoire silencieuse. Mais il ignore une chose fondamentale. Il ignore que les fantômes du passé sont parfois réveillés par les querelles les plus triviales du présent. Il ne sait pas qu'un nouveau voisin est sur le point d'emménager, un homme de loi pour qui la précision d'un plan cadastral est aussi importante que la symétrie de ses rangs de carottes. Et que pour un simple mètre de terre, un mètre symbolique de ce domaine qu'il a acquis par le sang, toute la forteresse de mensonges qu'il a mis 30 ans à bâtir est sur le point de s'effondrer avec la violence d'un châtiment divin. La cupidité qui fut le moteur de ses crimes sera bientôt le détonateur de sa chute. Le destin, parfois, prend les chemins les plus inattendus pour solder de vieilles dettes. Il peut sommeiller pendant des décennies, indifférent au passage des saisons et au blanchiment des cheveux, puis se réveiller pour une raison en apparence dérisoire. Pour Marcel Petit, le spectre de son passé ne fut pas ranimé par le travail d'un chasseur de nazis ou le témoignage d'un survivant, mais par l'arrivée d'un nouveau voisin et une banale histoire de clôture. Au printemps de l'an 1972, la maison attenante à celle de Petit, longtemps restée vide, trouva preneur. Le nouveau propriétaire était l'antithèse du vieux jardinier. Maître Luc Bernard était un jeune avocat d'à peine 30 ans, un Parisien fraîchement inscrit au barreau de Bordeaux, venu chercher en province un rythme de vie plus clément pour sa jeune famille. Énergique, courtois, il incarnait cette nouvelle génération de cadres qui s'installait en périphérie des grandes villes, apportant avec elle une vision du monde plus moderne, régie par le droit et la raison. La première rencontre fut cordiale, bien que brève. Luc Bernard se présenta, expliqua son intention de rénover la maison et le jardin laissé à l'abandon. Marcel Petit le toisa de son regard soupçonneux, répondit d'un grognement et retourna à ses plans de salade. La méfiance instinctive du vieil homme de la terre envers le jeune homme de la ville. Un classique, le conflit éclata quelques semaines plus tard. Dans le cadre de ses travaux, Luc Bernard avait fait appel à un géomètre pour borner précisément son terrain. Le résultat fut sans appel.
La vieille clôture en grillage, à moitié rouillée et envahie par le lierre qui séparait les deux propriétés, n'était pas au bon endroit. Selon le plan cadastral, un document officiel et irréfutable, elle empiétait d'un bon mètre sur la parcelle de l'avocat. Sur toute la longueur du terrain, cela représentait une bande de terre non négligeable. Fort de son droit, mais soucieux de maintenir de bonnes relations de voisinage, Luc Bernard alla trouver Monsieur Petit, le plan officiel à la main. Il s'attendait à des récriminations, à une négociation de marchand de tapis, à la mauvaise humeur habituelle du vieillard. Il n'était pas préparé à la déflagration qui suivit. « Monsieur Petit, je suis désolé de vous déranger », commença poliment l'avocat, en déroulant le plan sur le capot de sa voiture. Il semblerait, voyez-vous, que la clôture ait été mal positionnée à l'époque. Elle est d'1 mètre sur mon terrain. Je vous propose de la déplacer à frais partagés, bien entendu. Le visage de Marcel Petit se transforma. La couleur quitta ses joues parcheminées, remplacée par une pâleur cireuse. Ses lèvres se mirent à trembler. Ses yeux, d'habitude ternes, s'allumèrent d'une lueur fanatique. Il ne regardait plus le plan, il fixait l'avocat comme s'il était le diable en personne. Puis il explosa. Ce ne fut pas une colère, mais une éruption de fureur pure, une rage volcanique, totalement disproportionnée par rapport à l'enjeu. « Jamais !» hurla-t-il, sa voix se brisant dans un cri strident. « Vous m'entendez ? Jamais ! Pas 1 centimètre ! Cette terre est à moi, je l'ai gagnée à la sueur de mon front !» Il s'avança, le poing brandi, le corps secoué de spasmes. Luc Bernard, stupéfait, recula d'1 pas. « Mais monsieur Petit, c'est la loi, le cadastre fait foi. »« Vos paperasses, vos lois de citadins » cracha le vieil homme. Puis il prononça la phrase qui, à son insu, venait de signer sa perte. Une phrase lourde d'un sens que personne, dans ce quartier paisible, ne pouvait encore soupçonner. « Je ne céderai jamais 1 pouce de ma terre, je sais comment on traite les voleurs qui convoitent le bien d'autrui. » Sur ces mots, il tourna les talons et s'enferma chez lui, claquant la porte avec une violence inouïe. Luc Bernard resta un long moment interdit, le plan cadastral flottant au bout de ses doigts. Il n'était pas effrayé, mais profondément intrigué. Un avocat est un observateur des passions humaines. Il sait qu'une réaction aussi extrême cache toujours quelque chose. La simple avarice, la simple obstination d'un vieil homme ne pouvait expliquer une telle fureur, une telle panique. C'était la rage d'un homme à qui l'on essaye d'arracher non pas un bien, mais un secret. Cette phrase « Je sais comment on traite les voleurs » résonnait étrangement. Elle ne sonnait pas comme celle d'une victime, mais comme celle d'un bourreau. Par pur principe, par déformation professionnelle, il décida de creuser un peu. L'enquête de Luc Bernard commença comme un simple passe-temps. Il consulta d'abord les archives municipales. Il voulait vérifier la fameuse histoire du petit commerçant ruiné par la guerre. Il passa une journée à éplucher les registres des dommages de guerre de la ville de Bordeaux pour les années 1944 et 1945. Des centaines de noms, des centaines de commerces détruits, mais nulle part la moindre trace d'une épicerie au nom de Marcel Petit. Le premier mensonge. Intrigué, il utilisa ses contacts professionnels pour aller plus loin. Il appela un ami greffier au tribunal de Bordeaux et lui demanda de faire une recherche sur l'état civil de Marcel Petit. La fiche revint rapidement. Né en 1902. Profession déclarée lors de son mariage en 1930. Gendarme. Non pas commerçant, gendarme. Le deuxième mensonge bien plus conséquent. Le jeune avocat sentit le frisson de la découverte. L'affaire prenait une autre tournure. Il se rendit personnellement aux archives départementales de la Gironde, demandant à consulter les dossiers de la gendarmerie de la période de l'occupation. Ce qu'il y découvrit fit se glacer le sang dans ses veines. Le nom de Marcel Petit apparaissait bien dans les effectifs jusqu'en 1942. Ensuite, sa trace se perdait des registres officiels de la gendarmerie, mais il retrouva une note de service le mentionnant comme détaché auprès des services allemands pour les questions administratives. La formule était vague, mais dans le contexte de l'époque, elle était souvent synonyme des pires besognes. Luc Bernard passa les jours suivants plongé dans la section la plus sombre des archives, les fonds relatifs à la spoliation des biens juifs et au procès de la collaboration qui avait eu lieu après la guerre.
Et là, dans les transcriptions de témoignages de survivants ou de voisins, un nom revenait, associé à une cruauté froide et à une cupidité sans borne, un officier surnommé le comptable. Personne ne semblait se souvenir de son vrai nom avec certitude, mais la description physique correspondait. Un homme sec, méticuleux, avec un regard d'oiseau de proie. Un témoin, un ancien policier jugé pour collaboration, mentionna lors de son procès en 1946 un certain Petit, un gendarme qui s'occupait des inventaires et dont tout le monde disait qu'il se servait au passage. L'avocat tenait une piste sérieuse, mais il lui manquait la preuve ultime, le lien indéfectible entre le vieil homme de Bouliac et le monstre de Bordeaux. Le hasard, une fois de plus, allait lui venir en aide. En discutant de ses recherches avec un confrère plus âgé, un vieux ténor du barreau de Bordeaux, il mentionna le surnom du comptable. Le vieil avocat eut un sursaut. Le comptable? Mon Dieu, ce nom me dit quelque chose. Attendez, quand j'étais jeune clerc, juste après la guerre, j'ai travaillé sur un dossier de restitution. Une famille de diamantaires. Ils avaient tout perdu. Leur jardinier, un brave homme, avait témoigné. Il avait raconté que l'officier français, qui supervisait le pillage de la maison de ses maîtres, s'était vanté devant lui. Il avait dit quelque chose de fou. Le vieil homme ferma les yeux pour chercher dans sa mémoire. Il avait dit qu'avec tout ça, il s'achèterait un jour le plus beau jardin de France. Ce fut l'illumination, la pièce manquante du puzzle. La passion maladive de son voisin pour son jardin, cette obsession qui semblait ridicule, prenait soudain un sens effroyable. Ce jardin n'était pas la consolation d'un pauvre homme, c'était le rêve réalisé d'un voleur, le trophée d'un criminel. Le vieux jardinier, si tant est qu'il fût encore en vie, était le témoin clé. Il fallut à Luc Bernard 3 semaines d'efforts acharnés pour le retrouver. Il s'appelait Jean Rivière, il avait 85 ans et vivait dans une petite maison de retraite. Ses souvenirs étaient flous, mais lorsque l'avocat lui montra une photo discrètement prise de Marcel Petit en train de bêcher sa terre, les yeux du vieil homme s'écarquillèrent. « C'est lui » murmura-t-il, la voix tremblante. « Plus vieux, mais c'est lui, c'est l'homme qui a tout pris, c'est l'homme du jardin. » Le dossier que Luc Bernard déposa sur le bureau du procureur de la République de Bordeaux était un modèle de rigueur juridique. Fiche d'état civil, archives de la gendarmerie, témoignages d'époque et la nouvelle déposition signée de Jean Rivière. Face à l'accumulation de preuves, l'enquête officielle fut ouverte immédiatement. Les crimes de pillage et de complicité avec l'ennemi étaient prescrits, mais pas les crimes contre l'humanité. Si l'on pouvait prouver que les vols de Petit étaient directement liés à la déportation et à l'extermination des familles, alors la justice pouvait encore passer. Le 28 août 1972, à l'heure où le soleil matinal dorait les feuilles de vigne, 2 voitures de la gendarmerie se garèrent sans bruit au bout de la rue de Marcel Petit. Les voisins, qui commençaient à partir au travail, s'arrêtèrent, intrigués. Un juge d'instruction, accompagné de plusieurs gendarmes et de Luc Bernard, sonna à la porte du pavillon. Marcel Petit ouvrit. Il était en bleu de travail, une binette à la main. En voyant les uniformes, il comprit immédiatement. Toute la fureur, toute l'arrogance disparurent, remplacées par la terreur abjecte d'un animal piégé. Il ne dit pas un mot. La perquisition commença. La maison était aussi nue et impersonnelle que la rumeur le prétendait. Rien. Les enquêteurs se dirigèrent alors vers le jardin, le sanctuaire, le chef-d'œuvre de Petit. Le juge, sur la base des soupçons, ordonna une fouille ciblée près de la fameuse clôture, à l'endroit précis de ce maître de terre qui avait tout déclenché. « Creusez ici », ordonna-t-il à 2 gendarmes munis de pelles. Sous le regard pétrifié de son propriétaire, la pelouse parfaite fut scalpée, la terre sombre et riche retournée. Marcel Petit suivait chaque coup de pelle comme un coup de poignard dans sa propre chair. Il voyait son œuvre, sa vie, son secret, violé et mis à nu. Après quelques minutes, l'une des pelles heurta quelque chose de dur avec un bruit métallique. Un gendarme se pencha et dégagea la terre avec ses mains. Une cassette en fer, rouillée par les années passées sous terre. Elle fut sortie du trou et posée sur l'herbe. Le juge ordonna de l'ouvrir. Un coup de pied de biche fit sauter le cadenas.
À l'intérieur, reposant sur un lit de velours noir décoloré par l'humidité, se trouvait le trésor du comptable. Des colliers de perles, des bracelets, des broches serties de saphir et d'émeraudes, des dizaines de bagues et, surtout, un petit sac en toile de jute rempli de diamants et de pièces d'or. Un silence de mort tomba sur l'assemblée. Un expert, convoqué pour l'occasion, examina quelques-uns des bijoux. Sur le fermoir d'un collier, il identifia un poinçon. « C'est le poinçon de la maison Rosenthal », dit-il d'une voix blanche. « Grand joaillier à Bordeaux. Toute la famille a été déportée en 43. » À cet instant, Marcel Petit, qui était resté prostré, s'effondra. Le vieil homme, qui avait hurlé pour défendre un maître de son domaine, venait de tout perdre. Son jardin, sa maison, sa liberté et son lourd secret. Les gendarmes le relevèrent et lui passèrent les menottes. En l'emmenant, il jeta un dernier regard désespéré à son jardin profané, à la terre retournée, à ce maître carré fatal qui venait de le livrer à la justice des hommes. La morale de cette histoire est aussi simple qu'implacable. La cupidité qui avait été le moteur des crimes de Marcel Petit fut aussi, 30 ans plus tard, l'instrument de sa perte. Pour avoir refusé de céder un mètre de terre volé, il fut contraint de rendre des comptes pour une vie entière de trahison. Le fantôme du comptable avait été exhumé, non pas par une grande enquête, mais par la petite avarice d'un vieil homme qui, jusqu'au bout, n'avait su voir dans la terre de France qu'un coffre-fort pour y cacher le fruit de sa honte.